Il est 16h30 du vendredi 17 mars 2017. Et ce thème que je voudrais entreprendre, que j'ai appelé ingurgiter beaucoup et produire peu. En fait, je voulais dire ingurgiter tellement et produire si peu. Et en fait, c'est la question, je me suis posé cette question ce matin, en, en repensant à ce que j'ai lu, à des choses que j'ai lues qui étaient très intéressantes pour moi. C'était, à un moment donné, ça m'avait paru quelque chose de tout à fait parfait, abouti, parfait, exceptionnel. Et je me suis dit, moi, c'est beaucoup dans le domaine de la littérature d'anticipation, mais David Brin, peut-être un peu les nouvelles d'Asimov, et ainsi de suite. Euh, je me suis intéressé autant au domaine de la nouvelle, qui qui est aussi un exercice très difficile, euh, qu'à l'épopée. Je me suis beaucoup intéressé à l'épopée de Dune, mais plus par les maximes que par l'histoire elle-même. J'ai beaucoup adoré ces maximes, mais il faut dire que j'étais jeune. Et à l'époque où j'ai rencontré Herbert, et j'avais rencontré S, et c'est évidemment le loup solitaire, si je me rappelle bien, ou si je me rappelle bien, j'ai oublié le titre. En tout cas, ça parlait d'un chemin initiatique. J'étais déjà passé par. Il y avait longtemps que j'étais passé, il y avait un moment que j'étais passé par le Seigneur des Anneaux, là aussi un voyage initiatique. Mais donc il y avait. J'étais largement un peu dans l'ambiance, mais la question que je voudrais poser, c'est cela. Ce travail que je fais, il s'illustre par l'absence de référence. Tout à l'heure, j'ai appris, en écoutant quelqu'un, ce que je dis par rapport à, en fait, dans beaucoup de ce que je dis, et il a appelé ça le perspectivisme. Le perspectivisme. Et en fait, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est que la définition qu'il a donnée. Peut-être tenir compte de la position de l'observateur. Donc il faut, comme on ne peut pas être un observateur totalement objectif, donc dans toute observation, il faut tenir compte de ce caractère subjectif et aussi par rapport au caractère que quand nous voulons parler ou réfléchir à propos de phénomènes qui nous dépassent, soit au niveau de la durée, soit au niveau de leur dimension spatiale, là aussi, il faut mettre en perspective. Et donc, moi, je ne m'appuie pas sur les noms qui sont donnés par d'autres. Je peux produire un peu les mêmes approches sans avoir à m'appuyer ou à démontrer que je me rattache à une tradition ou déjà ou à un courant quelconque, de pensée quelconque. En tout cas, donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, peu importe le moyen par lequel les histoires s'invitent chez nous, que ce soit par le domaine de l'écrit ou par le domaine de l'audiovisuel, et les histoires, tout ce qui en fait est du domaine des mots, la composition des mots. Ainsi, certaines compositions sont tout à fait devraient produire quelque chose en nous et on devrait, nous aussi à notre tour, continuer d'une certaine façon, continuer le, le travail, devenir les héritiers. Or, quand j'essaie de produire un peu de fiction, on ne voit pas, il n'y a pas l'écho de ce que j'ai lu. Donc finalement, j'ai beaucoup assimilé, mais
cela n'apparaît pas dans mes récits et dans ma fiction, et encore moins dans mes mots. Ça n'apparaît pas de façon claire. Il faudra peut-être chercher, mais en tout cas, et donc c'est ce paradoxe. C'est comme si quand j'ai parlé dans un essai que j'ai appelé Temps de vie pour un seul, finalement pour faire vivre un seul être, quoique il faudrait mettre à mort, il faut mettre à mort énormément d'êtres tout au long de notre vie. Nous consommons la vie d'un nombre illimité d'êtres vivants. Je n'oublie pas que nous ne vivons que, d'après ce que j'ai réussi un peu à concrétiser au niveau de la pensée, nous ne vivons pas que pour nous-mêmes, mais que nous sommes une sorte de globalité, un univers à nous, à notre façon. Et si nous apportons de l'énergie à nous-mêmes, nous l'apportons aussi à ce qui nous constitue, nos bactéries, nos virus et toute cette population micro qui vit avec nous, qui vit sur nous. Nous nourrissons aussi un monde, ainsi qu'on nous consommons quelque chose, nous nourrissons pas qu'un être qui est moi, en l'occurrence, qu'un être qui a une identité, mais nous nourrissons une population infinie, c'est-à-dire sans limite. On ne peut pas comptabiliser cela, c'est au-delà de nos capacités. Et donc, autant au niveau, oui, ça peut paraître comment cela est venu, ce genre de vérité ou ce genre d'observation, de conclusion, comment cela a-t-il cheminé pour arriver à sortir de ma bouche. Dois-je, évidemment, quand je parle beaucoup et dans ma bouche, il y a ce qu'on appelle la science-fiction, elle est présente parce qu'elle ouvre des perspectives que la littérature classique n'ouvre pas. Elle ouvre des perspectives sur l'univers, sur le grand, l'immense, comment dire, la perspective est élargie, est agrandie, mais aussi elle permet de rencontrer l'autre différent, elle permet aussi de rencontrer d'autres modèles de société, d'organisation politique, et ce que la littérature classique ne permet pas. La littérature classique fait des voyages dans le temps, etc. Mais elle reste collée à une époque, tandis que la science-fiction permet de se libérer, de s'émanciper de ce contexte socio-culturel jusqu'à un certain point, évidemment. C'est beaucoup de métaphores, ça fonctionne beaucoup par la métaphore, et, et ça permet donc les perspectives, et ça permet de vivre le temps d'un moment dans un univers qui offre quelquefois l'apparence d'une totalité. Un univers dans lequel nous sommes qu'une partie. Évidemment, tout ce que je peux faire, puisque c'est une littérature qui est très en relation avec la science dure, et donc tout ce que je peux être amené à développer comme approche cosmique ou autre, ça c'est en direct ligne de la science-fiction. Donc, donc il reste quelques vestiges, mais cela ne suffit pas. J'aurais aimé être à l'origine à créer un univers, et non pas seulement être derrière quelques petites choses qui ne correspondent pas à l'être un peu que je voudrais être, à l'être complexe que je voudrais être, et à l'être héritier. Donc il y a encore un adolescent qui traîne en moi, il y a encore
un être qui s'exprime difficilement, qui est trop un peu dans la simplicité, un peu dans le schématisme, un peu dans le convenu, un peu dans l'attendu, et je n'arrive pas à sortir de moi-même, et je n'arrive pas... Donc peut-être c'est les limites de toute écriture, qu'elle soit manuscrite ou qu'elle soit sonore, qu'elle soit verbale, tout ce qui est en relation avec les mots, ça nous met en face de nos limites. Et dans tout phénomène de création, il y a un moment donné où nous faisons face à des impossibilités, en tout cas des impossibilités momentanées, si je puis dire. Euh, il faut attendre que cela vienne, si ça doit venir, si ça peut venir. Il faut attendre combien de temps, je ne sais pas. En tout cas, ingurgiter dans le sens, c'est dans le sens un système, presque un système d'aspiration, un système d'engloutissement. Il y a dans cette image une sorte de, comment dire, non pas une gourmandise, mais une sorte de mouvement un peu continu d'avalement de substances. Et c'est vrai que je ne suis pas un grand lecteur, mais pour ce qui est de l'univers qui m'intéressait, j'ai lu beaucoup, j'ai beaucoup ingurgité, mais cela n'apparaît pas quand il s'agit, pour moi, à mon tour, de produire. Il est évident que je ne pourrai jamais, par exemple, produire quelque chose qui ressemble à ce que fait Kadik. Et c'est vrai que euh, c'est on ne peut pas dire c'est impossible, mais en tout cas, en l'état des choses, ça n'a pas été fait. Donc, je sais que je peux faire des choses modestes quand il s'agit de choses moyennes. Rien que les moyennes, je ne peux pas en état de choses. Alors, les choses excellentes, c'est pas que je considère l'œuvre de Kadik comme excellente. Je l'ai lu en entier, mais ce n'est pas tout à fait le Dieu venu du centaure, etc. Et ce n'est pas tout à fait la chose pour laquelle, avec laquelle je me trouve en affinité totale. Évidemment, je préfère largement la lecture au visionnage, au film. C'est vrai que ça n'a strictement rien à voir. Un film, c'est un appauvrissement de ce qui est en fait de ce qui est l'écrit. Un film, c'est un allègement du propos, une sorte de comment dire, de contraction de l'action, et ça, quand c'est un livre, quand le film est tiré d'un livre, c'est ça rend le livre quelque peu, ça rend l'action, ça rend le propos quelque peu, non pas incompréhensible, oui, un côté incompréhensible. Il y a des éléments qui échappent. Tandis que si on faisait un film d'après un scénario écrit exprès pour le cinéma, peut-être que ça marche mieux. Mais un film, on est obligé de le réinterpréter, de réinterpréter le livre, et à ce moment-là, on laisse de côté certains éléments qui, parce que ne sont pas faisables, parce que ça interfère trop sur l'intrigue principale, ça va un peu introduire des éléments de pesanteur, ça va, nous voyons ça par exemple dans ce qui est euh, de résumer un film de 3 heures qui peut durer 3 ou 4 heures ou plus, qui est condensé sur 1h20, 1h30, parce que c'est le format qui sied aux téléspectateurs, qui sied un peu à ce mouvement. Il faut il ne faut pas garder le téléspectateur ou
spectateur tout court, il ne faut pas le garder trop longtemps pour pouvoir faire tourner les salles. Il ne faut pas monopoliser une salle pendant 4 5 heures. Pendant ce temps-là, on peut projeter deux films, 2 ou 3 films. Donc fondamentalement, il y a ce problème. Après, je reviens sur le propos initial. Donc là, c'était juste pour dire combien, évidemment, par exemple, quand je parle en arabe, là, clair et net, je suis en direct ligne avec le Coran. Donc là, je vois que ce qui a maintenu ma proximité avec la langue arabe classique, littérale, classique, et c'est le Coran. Là, c'est clair, et ce n'est pas l'école, c'est le Coran. D'ailleurs, et pour ce qui est du français, je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui est en fait dans mon propos, ce qui peut référer, ce qui peut démontrer, enfin, ce qui peut donner un indice sur mes lectures. Donc, il y a de ma part un appauvrissement au niveau sémantique. Il y a énormément de choses que je n'ai pas ou que j'ai perdues. Je ne sais pas. Il y a des mots, il y a des expressions, il y a des notions, etc. que je n'ai pas. Par exemple, j'ai appris la notion de la dépense productive. Quelqu'un m'avait expliqué qu'en étant un consommateur, je suis en quelque sorte, il m'avait expliqué la chose, mais il ne m'a pas donné le concept. Il a fallu que je le rencontre de façon accidentelle pour comprendre qu'il parlait de cela. Je ne sais ce qu'il a retenu de dire, voilà, ce concept en économie, ça s'appelle les dépenses productives. Et c'est le cas de pour ce qui est du revenu universel, c'est une dépense productive. Il m'avait expliqué la chose clairement comme ça, avant qu'on commence à parler, ça fait déjà quelques années, donc il n'était pas question du revenu universel dans le débat, et donc déjà des gens en parlaient, mais c'était confidentiel. Là, on m'avait expliqué, il m'avait dit que mon revenu à moi est le revenu à moi, je le dépense entièrement, donc je le remets dans le circuit économique, et donc finalement, je suis aussi important pour le système économique que quelqu'un qui touche beaucoup plus et qui finalement ne remet pas tout ce qu'il gagne dans le circuit. Peut-être qu'il le remet ailleurs, mais en tout cas, il ne le remet pas en France. Et ça fait que c'était ça l'intéressant. Donc voilà un peu les choses. Est-ce est que c'est normal? Il y a, comme au niveau de l'énergie, par exemple, au niveau de l'énergie fossile, imaginons une machine qui marche avec de la vapeur. Évidemment, la vapeur est produite par l'utilisation du charbon fossile. Et donc, ce charbon fossile, on imagine qu'au départ, il y a une quantité qui est mise en combustion, et que cette quantité elle n'est pas utilisée en totalité pour la production pour chauffer la vapeur qui va faire tourner les moteurs de la machine. Et finalement, il y a une perte. Donc, et cette perte est peut-être une perte inévitable. Donc, dans ce que nous apprenons, il y a une perte. Le problème qui est en fait une perte, là aussi une perte inhérente à la matière elle-même, aux interactions entre les éléments. Et finalement, a priori, dans ce que nous apprenons, et finalement, nous apprenons une quantité n, et puis finalement, nous finissons par ce qui sort, c'est un résultat en réduction. Il faut, quand nous apprenons des concepts, finalement, ce qu'on s'approprie, en fin de compte, c'est un concept sur les 10 concepts de départ. Et encore faut-il qu'on ait vraiment saisi la signification du concept. Donc,
ceci est ramené un peu à une opération physico-chimique, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il se passe quelque chose, il y a une perte, mais c'est le niveau de la perte qui m'embête, qui m'alarme. Peut-être en fonction de l'âge, là aussi la perte s'accélère, il y a une et c'est vrai qu'il y a dans ce processus, puisqu'on vit longtemps, dans ce processus d'accumulation et d'ingestion de choses, peut-être que le phénomène, ça ne marche pas comme le phénomène de l'énergie, que finalement, puisque malgré au niveau sémantique, au niveau des idées, ce qu'on en fait on ingurgite, il n'est pas toujours consommé à l'instant. Il peut être mis en réserve. C'est là la différence. Il y a quand même une nuance de poids entre les deux situations. Ils ont finalement mis dans ce fond qui est sans fin, un fond sans fond, finalement, dans lequel s'entassent les choses qu'on a ingurgitées, qu'on a appris, qu'on a assimilées. Et finalement, quelquefois, il y a un concept, une idée, un schéma, une scène qui remonte, et elle remonte après être restée cachée ou à l'ombre pendant une vingtaine, une trentaine d'années. C'est cela la différence avec la chose concernant l'énergie. L'énergie, l'énergie, soit c'est consommé totalement, soit c'est consommé en partie, soit évidemment 20% ou 30% sont perdus, et ça c'est une opération finie. Dans ce qui est domaine des idées, ce n'est pas fini jusqu'à la mort de la personne ou jusqu'à ce que la personne cesse d'avoir ses capacités mentales, etc., à disposition. Quand il y a réellement une quand il y a réellement un problème d'affaiblissement cognitif grave, là c'est évident qu'on ne peut plus, raisonner comme on raisonnait avant. Il faut prendre en compte que là c'est une défaillance majeure, et cette défaillance rend toute réflexion, toute interrogation presque inutile finalement. Dans ce travail, malgré tout, il y a aussi une lutte contre les défaillances cognitives à venir, contre les défaillances mémorielles à venir. Nous avons appris, là c'est une chose qu'on a assimilée et qu'on a fait sienne, c'est que il faut que le cerveau, en tout cas les parties du cerveau qui sont concernées, restent actives et s'activent le plus possible pour ne pas perdre la capacité à retenir les mots, pour ne pas perdre la capacité à créer des interactions entre les mots, entre les concepts, entre les images. Il faut qu'il y ait une activité euh, d'une certaine façon uniquement pour se maintenir un niveau. C'est même pas progresser, mais juste pour préserver ce qui est déjà. Voilà, c'est fini pour l'instant.